Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne les travaux de la mission commune d'information du Sénat sur l'organisation territoriale du système scolaire. Il y a 15 jours, la mission présentait un premier bilan d'étape de ces travaux. Vous aviez d'ailleurs pu suivre en direct une table ronde sur notre antenne à ce sujet. Ce matin, c'est la deuxième table ronde que je vous propose de suivre. Elle porte sur le fonctionnement du service public de l'éducation. Très bonne matinée à tous. Alors, cette deuxième table ronde est consacrée à la question que nous avons, je l'ai dit, beaucoup effleurée, évoquée de manière indirecte dans la première table ronde, à savoir celle de la place des partenaires de l'éducation qui sont les collectivités. Et le lieu dans lequel nous sommes est tout à fait approprié pour poser cette question-là, bien évidemment. Et c'est aussi, vous l'avez vu, le thème de la mission. Alors, fonctionnement du service public de l'éducation, du cloisonnement au partenariat. Pour fixer le cadre de cette table ronde, je vous rappellerai quand même deux éléments importants dans l'actualité récente. L'ARF a tout à fait récemment réclamé la compétence région. Vous connaissez l'historique de ce transfert, puisqu'on a, pendant l'acte 2 de la décentralisation, hésité sur le transfert de cette compétence pour finalement revenir en arrière. Donc la question semble se reposer ces temps-ci. Le terme d'acte 3 de la décentralisation se pose assez régulièrement. On l'entend dans la bouche de certains syndicats, on l'entend dans la bouche d'acteurs de l'éducation. Et enfin le terme de contractualisation tripartite, qui est un mot barbare pour dire qu'il faut plus faire travailler ensemble l'État, les collectivités et j'en oublie le troisième et le monde socio-économique. En tout cas, concrètement, pour la question qui nous occupe, ça serait rectorat, collectivité et ministère. Donc, est-ce que cette contractualisation tripartite est possible? C'est la question qu'on va aborder. Alors, il y a de nombreux intervenants qui sont prévus pour cette table ronde, qui va être structurée de la manière suivante pour qu'on puisse être le plus efficace possible. Nous aurons d'abord deux retours d'expérience, une sur une collectivité, une mairie, avec Monsieur Daniel Dubois, qui est président de la communauté de communes d'Ailly-le-Haut-Clocher dans la Somme, et qui est également membre de la mission commune d'information. Et puis ensuite, nous passerons la parole à deux représentants du ministère des Pays-Bas, du ministère de l'Éducation nationale des Pays-Bas. Alors, je ne me prêterai pas à Hans Middelbar Onderwijs, mais vous allez nous expliquer qui vous représentez. Un tandem qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui nous montrera comment fonctionne le système hollandais. Et ensuite, nous aurons différents acteurs, observateurs qui interviendront autour de ces deux expériences. Donc, je demanderai à chacun d'être bref pour qu'on puisse, là encore, avoir le temps de débattre avec la salle. Je laisse tout de suite la parole, avec cette recommandation, à Daniel Dubois. Donc, je l'ai dit, vous allez nous présenter l'expérience que vous avez menée dans votre commune. Merci, bonjour à tous, à toutes. Je suis effectivement donc président de la communauté de communes du Haut-Clocher, qui est une communauté de communes rurales de 20 communes, 8000 habitants, en proximité de la baie de Somme. Et je salue d'ailleurs les maires des 3 communes qui accueillent les RPC qui sont ici présents. Donc, est-ce que finalement notre communauté de communes a innové, expérimenté? Point d'interrogation. En tous les cas, elle a restructuré. Elle a volontairement restructuré. Ça veut dire qu'il y a eu une démarche politique majeure sur ce territoire. Est-ce que nous étions finalement dans l'attente de voir nos écoles se fermer les unes derrière les autres, puisqu'on est composé de petites communes rurales? Est-ce que nous étions dans l'attente de voir la pédagogie numérique s'installer en ville et éviter notre territoire rural? Est-ce que nous étions dans l'attente de voir finalement les enseignants défiler dans les petites écoles parce que la rotation y est importante? Ou au contraire, nous décidions de nous engager volontairement dans cette restructuration de l'école en milieu rural? J'ai entendu parler tout à l'heure de transfert de financement de l'État vers les collectivités. Moi, je voudrais vous dire ici que la collectivité, quasiment unanimement, a pris la décision de dire nous allons dépenser plus pour l'école, mais nous allons le faire ensemble
et nous allons donner les moyens aux enfants de notre territoire d'avoir les mêmes chances que ceux de la ville et que sur le territoire, quel que soit l'endroit, les équipements et les écoles soient au même niveau pour que le service soit le même pour tous les enfants. Je vous donne un seul exemple. Nous avions fait évaluer l'engagement des collectivités dans leurs écoles. Il y en avait 13. Ça allait de 6 € par habitant dans certaines écoles à 86 € par habitant dans d'autres. Il y avait donc un tel écart qu'il nous paraissait nécessaire de remettre cela sur la table et donc de réfléchir ensemble. Donc je vais essayer de défiler si c'est possible, ça ne va pas très vite. Alors, les objectifs de ce travail communautaire, donc je viens de vous dire, assurer une égalité des chances pour les élèves, garantir une équité, apporter de meilleures conditions matérielles, c'est très lent, j'ai que 6 minutes. Voilà, travail en équipe dans l'école, lien école-collège, meilleure stabilité de l'équipe enseignante, mise en place d'un projet éducatif, évidemment, espace dédié. Voilà. Alors, ceci étant dit, je voudrais préciser une chose. Cela a pris 7 ans. 7 ans de débat, 7 ans de dialogue. Ça a commencé en 2003. Les choses sérieuses se sont engagées en 2005. Et la communauté de communes a pris la compétence en 2007. Et ensuite, on a eu un débat extrêmement complexe pour savoir combien d'écoles modernes du XXIe siècle nous allions construire pour remplacer ces 13 écoles. Il y avait 750 élèves scolarisés à l'époque sur le territoire. Et donc, nous avons fait le choix de construire 3 écoles. Les écoles sont ouvertes donc, depuis cette année. Donc, compétences scolaires, communautaires. Décision de construire 3 écoles à la place de 13. Et ensuite, naturellement, sectorisation dans l'école. Alors, ces écoles, vous l'imaginez bien, sont des écoles en haute qualité environnementale. Il n'y a pas de fioul ni de gaz dans les écoles. Ce sont 3 écoles numériques avec un point essentiel. Il y a le très haut débit dans les 3 écoles. Parce que c'est très bien de mettre 2 TBI dans les écoles rurales. Mais si vous avez la DSL à moins de 589 kilobits, ça veut dire que vous avez un TBI qui fonctionne, ou 2 éventuellement, mais que si vous en mettez un 3e et qu'il y a un ordinateur qui fonctionne en fond de classe, il y en a un qui est en rade. C'est donc dire qu'à un moment donné, il y a une vraie problématique majeure posée en termes d'équité sur les territoires ruraux. J'insiste, donc nos écoles sont fibre optique, tableau blanc interactif dans toutes les classes, école mobile de 30 ordinateurs, espace numérique de travail, donc qui crée l'interaction entre l'enfant, l'enseignant et les parents, et surtout un cybercentre médiathèque dans chacune de ces écoles ouvert aux parents. Ce qui fait qu'on a créé là aussi, je veux dire, un certain décloisonnement avec les parents, puisque l'école leur est ouverte, reste dans certaines plages, avec un fonctionnement proposé aux parents. Alors je ne parle pas du périscolaire qui naturellement est aux normes avec les cantines, les haltes garderies qui sont mises en œuvre. Et notre réflexion avait porté sur notre territoire, cette réflexion, je dirais, de la réussite scolaire, elle prenait bien en compte ce qui a été dit tout à l'heure par plusieurs intervenants. La parentalité est engagée, évidemment, le politique est un partenaire et il doit être pris en compte comme un partenaire par l'éducation nationale. Ça nous paraît être une évidence. Alors maintenant, ces écoles sont ouvertes, elles sont en train de fonctionner. Naturellement, il y a eu une gouvernance qui a été mise en place pour que ces écoles sortent. Les voilà construites, vous voyez, ces 3 écoles. Je vais défiler assez vite. Donc dans cette école, il y a 300 élèves. Elle est située juste à côté du collège. Il y a 2 salles de sport à côté, une salle culturelle, et tout est en fibre optique sur ce territoire. La deuxième école est à Pont-Rémy. C'est une école qui a été restructurée. La commune a engagé, j'en profite pour le dire, sur ses fonds, la construction d'un petit gymnase juste à côté de l'école, donc qui va ouvrir prochainement. Et l'école de Saint-Riquier, au pied de l'abbatiale de Saint-Riquier, où l'histoire nous dit
que Charlemagne est passée, puisqu'elle était à l'origine carolingienne. Donc cette école, je dirais, est sous le regard, je dirais, de Charlemagne. Et là, nous avons donc 10 classes. Donc 12 classes à Ailly, 10 classes à Saint-Riquier et 8 classes à Pont-Rémy. Bon, voilà, les tableaux blancs interactifs qui fonctionnent, les médiathèques ouvertes aux parents, les restaurants scolaires. Les coûts, 10 millions d'euros. Notre collectivité, qui a 8 000 habitants, a engagé 10 000 euros pour les écoles, 3 sur ses fonds, 1,5 million sur ses fonds propres, 1,5 million d'emprunts. Et naturellement, nous avons eu des partenaires. Puisqu'on parle des partenariats, effectivement, les partenariats étaient nécessaires pour financer un tel projet. Et donc, le Conseil général s'est engagé, la région s'est engagée à nos côtés, l'État s'est engagé à nos côtés, l'Europe s'est engagée à nos côtés pour mettre ce projet. Mais notre communauté de communes, petite communauté de communes rurales, a engagé 3 millions d'euros pour faire en sorte qu'effectivement, les gamins de ce territoire aient les mêmes chances, je dirais, que les autres. Ceci étant dit, nous considérons que ce n'est pas suffisant. Alors là, j'ai un petit dysfonctionnement. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors je vais terminer. C'est le dernier slide. Nous considérons qu'effectivement, le décloisonnement n'est pas suffisant. Nous nous sommes engagés, nous avons décloisonné au niveau des territoires, des politiques. Nous avons travaillé en partenariat avec l'Éducation nationale à travers un comité de pilotage. On a d'ailleurs eu 3 inspecteurs d'académie différents pendant les politiques qui ont été menées pour réaliser ce projet. Les élus se sont énormément engagés. Il y a eu plus de 300 réunions sur le territoire pour réussir cela. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une convention culturelle avec le Conseil général et le pays pour qu'il y ait au moins trois actions culturelles qui soient menées dans ces écoles. Nous nous engageons avec le Conseil général puisqu'il lance une expérimentation sur éducation et territoire. Et nous souhaitons, et j'en viens au débat qui a été engagé tout à l'heure, nous souhaitons une évaluation. Nous souhaitons qu'effectivement, avec l'éducation nationale, nous ayons un réel partenariat pour poursuivre la démarche qui a été engagée. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des enseignants qui travaillent en relation directe avec des écoles jumelées avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, parce qu'ils ont les moyens spécifiques de le faire. Mais on aimerait que l'éducation nationale soit encore plus présente à nos côtés, évalue, est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que les équipements sont adaptés ou faut-il aller vers autre chose et construire localement un conseil de l'éducation pour que nous ayons en partenariat avec tous les acteurs, que ce soit les parents, les représentants de parents, le Conseil général avec ses services sociaux, bien sûr l'éducation nationale, les élus, la caisse d'allocation familiale, un regard croisé qui s'installe sur le territoire et qui permet d'évaluer correctement ce que nous avons mis en œuvre. Merci beaucoup pour cette courte présentation. Je laisse la parole à Madame Carla von Kovenberg, je ne sais pas si je prononce bien, vous me reprendrez certainement, qui est inspectrice senior de l'éducation aux Pays-Bas. Son intervention sera suivie de celle de Monsieur Eugène Bernard, président du conseil d'administration d'un réseau d'établissements aux Pays-Bas qui porte le nom de Hans Middelbaar Onderwijs. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. D'abord, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Ça marche. Il faut que je suis plus près du micro. Merci de l'invitation, de vous parler. Permettez-moi de vous remercier et de dire que mon collègue des Pays-Bas et moi-même sont l'exemple vivant de la coopération nationale parce que nous deux sommes un exemple vivant que la coopération marche aux Pays-Bas entre le service public du monde de l'éducation
et le monde scolaire. Monsieur Bernard vous en parlera plus tard. Avant que je commence, j'aimerais vous décrire quelques points caractéristiques du système éducatif des Pays-Bas pour entrer au détail sur l'ensemble des responsabilités partagées, et moi, je m'occuperai du niveau national. Notre pays connaît une longue tradition de libre choix concernant l'éducation. C'est même introduit dans notre Constitution. Ça veut dire que les parents choisissent leur école. Ils ont le droit de fonder une école et ça veut dire que nous n'avons pas de curriculum national prescrit. Par conséquent, les conseils d'administration des établissements scolaires sont relativement autonomes. Ce droit, ce contexte de libre choix implique que le système d'enseignement est fortement décentralisé. C'est-à-dire que les écoles choisissent leur statut, soit public, soit privé, et établissent leur programme d'enseignement. Le financement est public. Par contre, nous avons des examens centralisés en fin d'études secondaires, baccalauréat et autres. Tous les élèves passent les mêmes examens au même jour. Et ensuite, pour vous montrer que ce n'est pas toujours libre, on peut dire que nous avons, afin d'établir plus de transparence dans la qualité attendue de l'éducation, nous avons défini au niveau national des niveaux de base qui servent de cadre de référence nationale des performances attendues des jeunes dans les matières considérées indispensables, c'est-à-dire arithmétique, mathématiques et langue maternelle. Dans les années 90 du siècle dernier, dans notre système éducatif, pas mal de réformes ont été introduites. Comme vous pouvez vous imaginer, pas toutes les innovations ont été un grand succès ou une réussite partout. Raison pour laquelle une évaluation des réussites et des échecs a été faite il y a 4 ans concernant les innovations du système éducatif, et elle a été organisée par le biais d'une enquête parlementaire. La conclusion principale a été qu'il faut bien une répartition claire des rôles et responsabilités. Elle est indispensable et importante entre l'État et les établissements scolaires à tout niveau, c'est-à-dire l'État détermine ce que chaque élève doit avoir appris à la fin d'un cycle. Nous appelons cela le quoi, tandis que les établissements scolaires déterminent comment elles vont atteindre les résultats attendus. Qu'est-ce que ça veut dire, le quoi? Par exemple, vous pouvez penser à des objectifs ciblés par secteur, un tronc commun, des programmes d'examen, une base de connaissances, des niveaux de référence en langue maternelle et en arithmétique, et des compétences professionnelles, bien sûr aussi comparables dans le cadre de European Qualification Framework. Comment le ministre de l'Éducation s'entend avec la province pédagogique? On se met d'accord sur des accords de réalisation et un agenda de qualité par secteur.
conforme les accords entre les ministres et les associations employeurs du secteur, ou bien dit des organisations de branche. Ce que je voudrais, pour conclure, vous décrire, c'est que comment, au niveau national, on l'appelle le niveau macro, les interdépendances et les responsabilités sont partagées. Au niveau macro, dans le système éducatif néerlandais, chaque année, au Parlement, l'inspecteur général, et ce n'est pas un inspecteur général dans le contexte français, mais c'est le directeur de l'inspection nationale, elle présente le rapport national concernant la situation qualitative du système. Ça, c'est le rapport qui a été présenté le 20 avril. Dans chaque secteur, et par secteur, je veux dire pour l'enseignement primaire, pour l'enseignement secondaire, le ministre présente son agenda stratégique quadriennal concernant l'amélioration de la qualité suivant les critères de performance qui ont été convenus avec les associations employeurs. Et ça se fait par secteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour les établissements scolaires? Monsieur Bernard vous en parlera plus en détail un peu plus tard. Il y a une responsabilisation et des comptes rendus. Ça veut dire d'abord organisation verticale. Le conseil d'administration établit son rapport annuel concernant les résultats obtenus, moyennant un protocole de contrôle fourni par le ministère. Puis, le conseil d'ordre accorde ce rapport annuel, donne le quitus, mais je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé beaucoup en français. Le rapport annuel est présenté au ministère. Le rapport annuel est un des 3 supports utilisés par l'inspection pour déterminer le niveau de contrôle qualité annuel. Et là, on distingue 3 niveaux. La plupart des établissements, après une analyse de risque, aura un contrôle, disons, la base de qualité est suffisamment en ordre. Et où il y a des possibilités, on aura un feu orange ou même des feux rouges. Le niveau de contrôle annuel est la traduction opérationnelle du niveau de confiance que l'État et les citoyens peuvent avoir dans la qualité des prestations éducatives fournies. Le deuxième support utilisé par l'inspection concerne les résultats obtenus des élèves, et ça se passe par section. Le troisième support est constitué de l'ensemble de signaux émanant de l'activité éducative reçue et captée par l'inspection dans l'année. Et comment tout cela est organisé du point de vue d'un conseil d'administration, Monsieur Bernard vous va expliquer par la suite. Pour un grand organisme qui s'appelle Ons Middelbaar Onderwijs, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est Ons Middelbaar, pour commencer. Si j'ai bien compris, c'est un réseau d'établissements. Oui, tout à fait. Mon nom est Eugène Bernard, mon panneau il est là-bas. Si vous décernez un accent français, c'est normal, je suis français d'origine. Mais parlant maintenant depuis 20 ans, ou bien l'anglais ou bien le hollandais, des fois je dois chercher mes mots en français. Donc si des fois j'accroche quelque part, vous saurez pourquoi. C'est un réseau, effectivement. Donc contrairement à la traduction, je ne suis pas du ministère.
je ne suis même pas fonctionnaire, mais quand même responsable d'un groupe d'écoles où nous employons, donc nous sommes l'employeur, attention, de 6 000 employés, et nous essayons de donner un bon enseignement à peu près 60 000 élèves. Je vous dis ça comme ça pour vous donner une petite idée de quel type d'organisation il s'agit. Notre budget annuel est à peu près un demi-milliard par an à peu près. Donc 60 000 élèves, un demi-milliard, 6 000 employés. Madame Van Kaubert fait partie de l'inspection et nous travaillons ensemble. Donc l'inspection, c'est eux qui nous contrôlent, qui viennent voir une fois par an ou bien une fois par 3 ans si nous travaillons bien, mais sans quoi nous savons nous trouver chaque fois que nous avons besoin de l'un de l'autre. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ça marche une école. Ce que vous voyez donc ici, c'est les élèves, parce que c'est comme ça qu'on commence. Ça a été dit d'abord dans le premier table ronde. Tout le travail que nous faisons, c'est pour les élèves. S'il n'y a aucune relation avec les élèves, on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. Nous avons un proviseur par école. C'est aussi simple que ça aussi. Il y a un conseil de participation qui est composé d'employés, de parents et d'élèves. Et pour certaines décisions, ce conseil de participation a un droit de veto. D'accord? Donc c'est... D'ailleurs, ces membres-là sont choisis, sont élus. Pardon. À côté, donc, il y a un conseil d'administration. En l'occurrence, c'est moi qui en suis le président. Et donc, nous avons un groupe d'écoles. En l'occurrence, il s'agit à peu près d'une centaine d'écoles. Et nous avons un conseil d'ordre qui nous contrôle aussi. Donc, ce que vous pouvez voir avec toutes les lignes qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun membre, aucun élément du système qui peut opérer de façon complètement autonome. Donc chaque élément du système a besoin de l'autre. C'est ce qu'on appelle en sciences naturelles, pour ceux qui aiment bien, c'est en anglais, je suis désolé, je ne sais pas en français, mais power and counter-power. Et quand vous faites ça, vous avez de l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que disait Mme Van Kaubert aussi, donc c'est nous qui déterminons le comment. Donc l'État nous a dit ce que nous devons faire, mais c'est à nous de décider de faire le comment. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu surpris de voir le débat du premier ronde, de la première table ronde ici, parce qu'aux Pays-Bas, les expérimentations, ben on les fait, puis voilà. Tout pendant qu'on ait nos résultats. Ça, à ce sujet-là, il n'y a vraiment pas de cadeau. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'argent, on ferme. C'est aussi simple que ça. C'est très simple pour faire une loi comme ça, n'est-ce pas, messieurs et mesdames les sénateurs? C'est très, 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 très simple. Je me disais bien aussi que ça vous devrait vous plaire. Ouais, pendant le premier, d'ailleurs, le premier truc, la première discussion qu'il y a eu, aussi, on parlait souvent du partenariat. Oh pardon, ça je vais y revenir tout de suite. Le quoi donc c'est décidé ça, par le ministère de l'Éducation nationale, je veux dire par les politiciens, etc., qui me contrôlent directement. Donc encore une fois, vous voyez deux éléments d'un système qui dépendent l'un de l'autre. Et ensuite, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a l'inspection, c'est Mme Van Kaubert, qui vous a parlé tout de suite. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que la municipalité est un partenaire aussi, surtout en ce qui concerne l'immobilier, donc les bâtiments. Et je vous le disais tout de suite, nous sommes notre propre employeur. Donc, Monsieur Karl, quand il était en visite aux Pays-Bas, m'a demandé qu'est-ce qui est marqué sur la fiche de paye des enseignants. Ben, c'est marqué 11 000 barons de Weiss. Donc, notre organisation à nous. D'accord? Et tous les employeurs sont associés dans une association d'employeurs. Et bien sûr, nous avons affaire avec les syndicats d'employés, puisque je vais y revenir tout de suite aussi, pour ce qui concerne les conditions de travail. Donc, tout de suite, vous parliez de partenariat, surtout, alors que nous préférons parler de copropriété, ce qui est complètement différent. Et qui est copropriétaire, dans mon organisation à moi, c'est les parents et les entreprises, qui sont donc copropriétaires de tout ce que je vous disais tout de suite. En fait, comment ça marche, je vais aller très 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 vite parce qu'il y a Mme Méry qui commence à me regarder un petit peu de fâché.
La dotation des moyens, c'est également très 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 simple. Je vais y revenir tout de suite. Ce que nous faisons donc en employeur, c'est que tous les ans, ou une fois tous les 2 ans, ça dépend, nous avons une convention collective de travail qui peut être différente par groupe d'écoles. Donc il y a une collectivité, il y a une convention collective nationale, mais par exemple pour mon organisation à moi, nous en avons une différente. Ce qui nous permet donc, en tant qu'employeur, de pouvoir nous discerner par rapport à d'autres. La dotation des moyens, ça je vais aller très très vite, c'est très très simple, c'est basé sur le nombre d'élèves. Et il y a un tarif différentiel par rapport au type d'enseignement que vous avez, c'est l'enseignement professionnel ou bien l'enseignement théorique. Mais le plus important, c'est la simplicité. Et la simplicité de ce genre de choses, ça nous permet de faire des budgets long terme, en l'occurrence pour notre organisation, des budgets d'entre 5 et 10 ans à l'avance. Puisque, comme en France d'ailleurs, le niveau statistique, de qualité statistique est très très haut. Donc nous savons maintenant combien d'enfants, dans 10 ans, il y aura dans nos écoles, puisqu'ils sont déjà nés. Donc c'est relativement facile donc, de planifier tout ça. Donc nous devons de justifier, ça vous a déjà été dit, c'est un bilan annuel qui est réglementé, nous rapportons sur les activités d'éducation, activités financières, etc. etc. D'ailleurs les slides, vous pouvez les prendre en sortant comme ça, si vous avez manqué un petit quelque chose, vous pourrez le relire si vous voulez. Nous avons des cycles d'évaluation, on en a parlé beaucoup ici pendant le premier tour. Les cycles d'évaluation sont aussi bien sur le procès en lui-même que sur les résultats. Encore une fois, ce qui compte le plus, c'est les résultats. Ce qui compte, ce sont, bien entendu, les élèves. Et maintenant, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le taux d'autonomie que nous avons en tant qu'organisation, le même taux d'autonomie est valable aussi pour les élèves, pour les écoles elles-mêmes. C'est pour ça que je ne comprenais pas très bien la première discussion. Parce que si un proviseur dans une de nos écoles a une bonne idée, eh bien, ma foi, on en parle un petit peu. Bon, un petit peu plus que ça. On fait très attention. Si, pour les élèves, c'est important. Et s'il n'y a pas trop de risques pour ces élèves-là, et dès que tout ça, la réponse pour ça est affirmative, eh bien, on y va. Et puis voilà. La seule chose que nous faisons, c'est de publier les résultats de façon systématique. Voilà, je voulais en laisser là. Merci beaucoup. Je crois que cette grande souplesse tient à votre structure aussi. Pour poursuivre, je vais demander à chaque intervenant, ça serait intéressant de réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ça c'est la première partie de la table ronde, donc avec la mise en lumière d'expérimentation. Et puis nous terminerons la table ronde avec l'intervention de la présidente de l'IFRAP. J'avais présidente, excusez-moi, mais directeur, c'est mieux, Madame Agnès Verdier-Molinier. Donc je donne la parole, donc des interventions courtes s'il vous plaît, et si vous pouvez les articuler avec ce qui vient d'être dit, ça serait intéressant, au recteur Marois, recteur de Créteil, accompagné de Monsieur Moya, qui est inspecteur d'académie. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Je crois que la nation confie en fait à notre école 3 grandes missions. 3 grandes missions vis-à-vis des jeunes dont la réussite est vraiment notre finalité à tous. Alors ces 3 grandes missions, elles sont connues, c'est la transmission des connaissances, c'est la préparation de une insertion professionnelle réussie et c'est de former des citoyens responsables. Et pour répondre au thème de la table ronde, je reviendrai peut-être après tout à l'heure sur les 2 expériences qui ont été présentées. Je crois que très clairement, ces 3 grandes missions, nous y répondons dans le cadre de partenariats. Alors des partenariats un peu de 2 types, dirais-je. D'abord des partenariats qui sont liés à une co-responsabilité. Tout à l'heure, vous avez utilisé un autre terme, vous avez parlé de propriété avec les parents et les entreprises. Moi, je parlerais plutôt de co-responsabilité vis-à-vis d'autres types de partenaires. Et puis aussi des partenariats qui sont liés à une volonté d'ouverture du système éducatif. Alors, on fera une intervention à 2 voix et on essaiera de rester dans la quantité de minutes qui nous a été attribuée à 2. Je dirais, en ce qui concerne les partenariats liés à une co-responsabilité, je crois qu'ils sont de 2 types. Il y a les partenariats avec les collectivités territoriales et les partenariats avec les parents.
Alors, vis-à-vis des collectivités territoriales, le partenariat avec les communes, c'est un partenariat ancien. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par monsieur le maire et président du regroupement de communes. C'est un partenariat ancien qui découle du 19e siècle et je crois qui a l'habitude d'être vécu et géré par les inspecteurs d'académie et par les inspecteurs de l'éducation nationale. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il figure dans votre comité de pilotage. Ce partenariat avec les collectivités, il s'est établi plus récemment pour le second degré, c'est-à-dire les collèges et les lycées, notamment dans le cadre des lois de décentralisation qui ont été évoquées. Je ne vais pas les rappeler, il y a eu les 2 actes des lois de décentralisation. Sur ces lois de décentralisation et sur ce partenariat avec les collectivités, je voudrais évoquer 2 thèmes. Le premier qui est un thème d'actualité à la fois pour les collectivités que sont les conseils régionaux et pour, je dirais, les représentants de l'État. Actuellement, ce sont les contrats de plan régional pour le développement des formations professionnelles, parce que ça, c'est un thème concret d'actualité, de vie du partenariat pour les lycées avec les conseils régionaux. Et je vous rappelle que normalement, avant le 1er juin de cette année, ces contrats doivent être signés à la fois par les présidents de conseils régionaux, les préfets et les autorités académiques. Et puis, au-delà de ce que la loi a confié aux collectivités, que ce soit d'ailleurs pour les communes, pour les régions ou pour les départements, c'est vrai que ces collectivités s'engagent fortement dans d'autres dossiers. Il y a celui des technologies de l'information et de la communication, par exemple, dans lequel on sait que les régions et les conseils généraux sont déjà très engagés et dans lequel les communes, que ce soit les communes d'ailleurs en milieu rural ou en milieu urbain, maintenant s'engagent. C'est d'ailleurs à ce titre que pour l'Académie de Créteil, on a signé avec l'Association des maires d'Île-de-France une convention récemment pour donner justement un cadrage au développement de ces technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Le partenariat de co-responsabilité avec les parents, là aussi, je dirais qu'un certain nombre de textes ont permis de redéfinir ces relations de l'école avec les parents, que ce soit au niveau des conseils de classe, au niveau des conseils d'administration, des conseils d'école, mais plein d'autres instances dans lesquelles les parents participent. Je pense par exemple aux commissions d'appel, au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et d'autres instances. Au-delà de ces 2 types de relations de partenariat, donc en co-responsabilité. Il y a d'autres partenariats qui sont importants pour nous, mais qui sont liés à la volonté d'ouverture du système éducatif. Ce sont les partenariats avec le monde de l'entreprise et les partenariats avec, je dirais, les partenaires des politiques éducatives. Sur le monde de l'entreprise, il y a un partenariat traditionnel qui est lié, par exemple, à la définition des formations. C'est que toute la réforme, par exemple, du baccalauréat professionnel pour le passage au baccalauréat professionnel en 3 ans a fait l'objet, mais c'était au niveau national, de discussions importantes avec les différentes branches professionnelles. C'est d'ailleurs pour ça que tous les bacs pro ne sont pas passés tout de suite à 3 ans. Ce partenariat, il est important aussi pour la formation des élèves au travers des périodes de formation en entreprise et puis de la validation. Et le rôle des conseillers de l'enseignement technologique, par exemple, qui président les jurys de diplômes de niveau 5, c'est quelque chose d'important et c'est vraiment une marque, là aussi très concrète, de ce partenariat. Mais il peut aller au-delà, avec le développement, par exemple, de formations sous statut d'apprenti dans les établissements scolaires, avec la validation des acquis de l'expérience, qui est un dossier qui est très important et que là aussi on gère avec les milieux socio-économiques, et puis le développement de plateformes de technologiques. Et puis le deuxième type de partenariat lié à une volonté d'ouverture du système éducatif, il est fait avec tout ce que j'appelle les partenaires des politiques éducatives, c'est-à-dire l'ouverture qui se reflète dans des conventions qui sont souvent au niveau d'ailleurs des départements avec la justice, la police, la gendarmerie, les mairies, les centres sociaux, les conseils généraux, que ce soit pour tout ce qui concerne la sensibilisation des jeunes aux problèmes de justice, et ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté, que ce soit les référents police ou gendarmerie, qui maintenant sont assez largement répandus dans les établissements scolaires, que ce soit aussi pour tout un volet qui est difficile, mais qui est tout ce qui concerne les signalements. Et là aussi, il y a vraiment des relations qui sont beaucoup développées dans ce domaine et qui peuvent encore se développer, puisque certains conseils généraux ou certaines communes, par exemple, se sont récemment engagés sur la prise en charge des exclus temporaires, par exemple.
pour éviter que ces exclus temporaires ils traînent dans les rues de la ville. Il y a certains conseils généraux, des exclusions temporaires d'établissements. Il y a des conseils généraux qui, au travers d'associations, financent des programmes pour qu'ils soient pris en charge pendant les périodes d'exclusion temporaire. Donc ça aussi, c'est des choses nouvelles qui se mettent en place. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur cette ouverture du système éducatif. Donc je crois que par rapport au thème de la table ronde, c'est véritablement le partenariat qui sous-tend notre fonctionnement de notre école. C'est pas toujours facile à vivre, le partenariat. C'est vrai que quand on est tout seul, ça peut peut-être être plus évident, mais je crois que c'est quelque chose qui est à la fois irréversible et indispensable. Et je crois que pour que le partenariat fonctionne bien, il y a au moins deux conditions. Il y a à la fois le dialogue, mais il y a aussi le respect de chacun des partenaires et de ses contraintes. Et c'est comme ça qu'on aura une éducation qui est une éducation nationale, parce que je crois que c'est le souhait de tous, mais dans un cadre partenarial. Merci. Deux points rapides pour compléter l'intervention de Monsieur le Recteur. Un premier point, c'est un point de vigilance par rapport à ces partenariats dont on a vu tout l'intérêt, Monsieur le Recteur vient de rappeler, qu'ils peuvent avoir. C'est que, notamment au niveau des établissements scolaires et des écoles, nous sommes très largement sollicités par toute une série d'acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sociaux, pour intervenir dans le cadre du temps scolaire. Et donc, nous devons avoir une certaine vigilance par rapport à toutes ces sollicitations, parce que, à force de trop vouloir multiplier ces interventions sur temps scolaire, nous risquerions, si nous n'y prenions pas garde, quel que soit l'intérêt de ces interventions, je ne remets pas en cause l'intérêt de ces interventions, nous risquerions parfois de prendre du temps de classe. Or nous avons quand même un engagement par rapport aux élèves et alors aux parents d'élèves, c'est de garantir le temps d'apprentissage qui est dû aux élèves. Donc il faut vraiment s'assurer, lorsque nous avons une d'intervention, nous assurer de l'intérêt pédagogique de l'intervention qui nous est proposée, c'est-à-dire en quoi cette intervention va-t-elle faciliter l'acte pédagogique et donc améliorer la performance de nos élèves. Donc ça, c'est une vigilance qu'on doit avoir tout le temps. J'ai dirigé par exemple un collège et je me souviens qu'avoir mis bout à bout un collège d'une zone défavorisée de la banlieue lilloise, et j'avais mis bout à bout l'ensemble des interventions, ça aboutissait à faire qu'il y avait un tiers de temps de classe en moins. Ce qui voulait dire que finalement, l'éducation prioritaire, c'était de donner plus, mais donner moins d'enseignement. Donc je crois qu'on a une vigilance à avoir par rapport à ces sollicitations, quel que soit leur intérêt. Le deuxième point, et pour dire ce que venez voir Monsieur le Recteur, c'est que effectivement, nous sommes sollicités fortement, notamment par les communes, par rapport au développement des outils informatiques. Et là, ça fait écho un petit peu à ce qui était dit précédemment également lors de la table ronde précédente, c'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment, ça se passe globalement dans un bon esprit, c'est-à-dire qu'on se met vraiment autour d'une table, la commune ou la collectivité nous dit voilà, nous on a un investissement massif à faire, et donc concrètement, aidez-nous à faire l'investissement pertinent d'un point de vue pédagogique. Éviter les effets gadgets, parce que parfois l'informatique, ça peut être un effet un peu gadget, donc en quoi cela va faciliter l'acquisition des connaissances. Et donc là, on voit bien que les anciens schémas de partage des compétences entre l'État et les collectivités sont très largement dépassés dans l'intérêt de l'acte pédagogique. Voilà, je ne serai pas plus long que ça. Merci beaucoup de respecter ce timing. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Jean Monnier, qui est premier adjoint à la mairie de Sionzier et qui a mis en place, et qui va témoigner d'un partenariat original, là encore, donc un autre acteur local, la mairie cette fois. Je vous laisse la parole. Merci. Bien, on va associer un peu à ce débat Madame Chabrier, qui m'accompagne dans le cadre du PowerPoint qui va être diffusé, et Monsieur Cédric Mayol, qui est directeur de l'établissement école élémentaire qui est situé sur la commune. Puisque, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est un travail de groupe. Autant en faire qu'à un moment donné que les groupes apparaissent. J'ai préféré vous écrire plutôt que parler avec des propos vers lesquels je risque de m'envoler et qu'à la limite je ne saurais maîtriser. En acceptant de participer à cette table ronde, je n'envisage aucunement de livrer un modèle d'expérimentation en matière d'organisation du système scolaire, mais plus modestement de témoigner d'une expérience locale pouvant éventuellement enrichir le débat. J'ai le privilège d'exercer des fonctions d'adjoint délégué aux affaires sociales et scolaires au sein de la commune de Sionzier, petite commune qui est située vers le pied du Mont Blanc, par là-haut, vers Chamonix, que je vous présente en quelques chiffres. 7 000 habitants dans une agglomération de 45 000,
avec une progression démographique de l'ordre de 15% sur une dizaine d'années, 20% de logements sociaux sur un parc résidentiel de 2400 logements, un taux de chômage entre 7 et 10%. Je préfère vous dire 10, n'ai pas eu la validation du 7, mais aujourd'hui il est effectivement plus près de 7 que 10. 23% de population étrangère, dont 50% d'origine étrangère. 3300 salariés sur un bassin de 15 000 emplois industriels, 150 usines entreprises sur la commune, pour les citer, 1400 élèves scolarisés dans des établissements scolaires du premier et du second degré. Depuis 1995, la municipalité a clairement orienté son action en faveur de l'enfant et de son éducation, en posant par ailleurs le principe que tous les facteurs concourant à cet objectif, comme tous les acteurs y participant de près comme de loin, devaient être soutenus sans réserve de l'accomplissement de leurs missions et de leurs obligations respectives. Par suite, et fort logiquement, la programmation pluriannuelle des investissements s'est très vite polarisée autour de la réhabilitation des groupes scolaires élémentaires, des écoles maternelles, construction d'une crèche. L'époque 98-2001 a signé la construction d'un nouveau groupe scolaire avec restauration, centre de loisirs associés, pour un montant de l'ordre de 3,5 millions d'euros. La période 2002-2010 s'est consacrée quant à elle à la réhabilitation par tranches successives d'un groupe élémentaire. Je vous passe les détails, il y a 480 élèves, c'est le plus gros centre qu'il y a sur le secteur, 21 salles de classe. Je vous donne simplement le montant de l'ardoise, il est de 12 millions d'euros. Un projet de cette envergure n'était concevable et viable qu'à deux conditions. Un effort budgétaire hors norme, et sans doute plus encore la mise en œuvre d'une réelle et constante concertation avec le corps enseignant, les parents d'élèves, le personnel communal et plus généralement tous les acteurs de l'éducation scolaire et périscolaire. À la faveur de cette expérience, je serais tenté d'affirmer qu'une sorte de travailler ensemble, inédit, s'est progressivement installé entre les représentants locaux et l'éducation nationale et la municipalité. La stabilité des personnels et des équipes politiques, on en a déjà un peu parlé, mais également des praticiens municipaux, a conforté les échanges et permis une meilleure connaissance, mais aussi une compréhension plus aisée de l'autre. L'évolution de la méthodologie adoptée avec le traitement des problématiques sociales impulsées par la politique de la ville dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale a de fait produit ces dernières années à ce partenariat une rare richesse. Une transcription au secteur éducatif n'en a été que plus aisée et notamment permis d'assurer le déploiement puis l'essor du programme de réussite éducative. L'enfant, son éducation et son environnement, logement, ressources, santé, plus partie éducative, ambitionnent bien d'une prise en charge globale des problématiques sociales, familiales et éducatives. La réponse ne peut que tendre vers la pluridisciplinarité et suggérer des partenariats multiples dans des secteurs multiples. Ainsi, sur cette commune, le social réunit le CCAS, les assistants sociaux, le conseil général, les associations caritatives et familiales. Le logement mise sur une conception systématique avec le principal bailleur social pour réaliser une politique de peuplement concertée, garantir la mixité sociale ou bien encore contribuer au règlement des problèmes d'entêtement, entre parenthèses. L'éducatif privilégie naturellement un dialogue constant avec les enseignants, leur hiérarchie, ainsi que les représentations des représentants de l'association de parents d'élèves. L'emploi et l'orientation réunissent en un lieu unique les permanences de Pôle emploi, Mission locale jeunes et Maison de l'emploi. Chacun de ces ensembles partenariaux est à même de dialoguer à tout instant avec tout ou partie de notre ensemble grâce à l'interface communale. L'éducation nationale, par exemple, peut interpeller les CCAS sur la situation financière d'une famille. L'information sera immédiatement relayée auprès de l'assistante sociale, voire auprès du bailleur, ainsi qu'à la grande majorité des cas, des solutions rapides et pérennes sont en fait mises en place. Pour ce faire, il y a un partenariat direct et puis un partenariat indirect. Le partenariat direct, c'est 2 postes d'agents municipaux mis à disposition entièrement sur l'école élémentaire du château, l'école de M. Cédric Mayol, avec des missions qui sont des missions d'accompagnement de la direction et d'autres des missions d'accompagnement de l'ensemble des enseignants. Poste d'assistant d'éducation, apporter aux enseignants et aux élèves un soutien dans leur rôle dans les domaines tels que l'informatique, les sorties pédagogiques, les études surveillées, intervention directe sur le quartier du Crozet. N'oublions pas, je ne vous l'ai pas dit, qu'on a quand même quelque part un quartier dit sensible, qu'on est en zone d'éducation prioritaire et qu'on est effectivement au niveau 2 dans le cadre de la politique de la ville.
mais aussi dans la surveillance et les sorties d'école, lien avec l'adulte relais en poste dans les transports scolaires pour faire la médiation auprès des utilisateurs. Quant au partenariat indirect, eh bien, nous avons 2 étapes en mairie. Bon, les étapes, tout le monde sait ce que c'est, qui interviennent au sein des écoles pour des modules ski, natation, sport en général. On en a parlé un petit peu du sport tout à l'heure. Une formatrice FLE, français langue étrangère, est mise à disposition du collège pour renforcer les postes FLE dans le cadre d'actions concernant les primo-arrivants et par ailleurs sur un soutien socio-linguistique auprès des mères de famille, le 3/4 du temps. Je crois qu'aujourd'hui, de mémoire, il doit y avoir 49 personnes, 49 mères de famille qui rentrent dans le collège avec un petit cahier sous le bras, eh bien j'aime mieux vous dire que quand elles en sortent, elles n'ont pas tout à fait la même allure que quand elles sortent d'une cave d'un quartier dans lequel on a fait une formation d'alphabétisation. Des activités périscolaires coordonnées par le service animation de la mairie en étroite relation avec le directeur pour ne pas interférer avec l'accompagnement éducatif, éducation nationale. Le coup de pouce, PRE, énorme. Le coup de pouce, le programme de réussite éducative à l'école et le soutien de la politique sociale de notre commune. Si ce PRE disparaît, je vous en ai parlé, monsieur le sénateur, tout le système risque de s'effondrer. Je le sais, on va y parer, puisqu'on peut toujours s'attendre à un moment donné à la disparition des budgets qui s'y rapportent. Mais aujourd'hui, sachons que pour 25 familles en difficulté, identifiées dans le cadre du PRE sur une école, M. Mayol, vous me coupez si je dis une bêtise, sur une école élémentaire, le budget qui y est accroché est de 100 000 € par les services de l'État, environ. Ces euros ont tendance à diminuer parce que je crois qu'ils ont bien baissé dernièrement, et 60 000 € de la part de la commune. Donc c'est 160 000 € pour 25 gamins. Bon, sachant qu'après, s'il y a des questions à poser, vous pourrez les poser au directeur, et il vous dira effectivement quel est le retard qu'on a pu combler sur ces enfants et quel niveau ils ont atteint. Je vais vous demander de oui, conclure. Excusez-moi. Mais vous savez, on vient de tellement loin que... Bon. Donc, je remercie en même temps l'Éducation nationale pour le maintien de cette classe passerelle à l'école maternelle du Crozet. C'est pareil. La classe passerelle, c'est des enfants de moins de 3 ans. À l'intérieur de ces familles, il y a des parents qui sont en difficulté, des difficultés de langage. Aujourd'hui, Tintin et Milou, quand il est lu à l'école, eh bien, Tintin et Milou, quand c'est la maman qui est d'origine de je ne sais trop où qui va le lire, c'est plus Tintin et Milou. Donc, on a intérêt à ce qu'effectivement les parents fréquentent l'établissement, qu'on discute sur les mêmes bases et qu'à ce moment-là, l'histoire soit la même. L'enfant est peut-être moins perturbé. Voilà. Et puis je vous passe le reste, puisque après les bénéfices sous couvert d'une charte de confidentialité et des règles, vous le savez tous, ça. Comme on donne, on est tous astreints à des chartes de confidentialité. Mais sachez que si à un moment donné, vous avez autour de la table, comme on a, une trentaine de personnes qui ont ça dans les tripes, qui ont envie d'avancer et qui ont effectivement les problèmes en pleine face, eh bien, il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas auditer, ça veut dire pour autant qu'il ne faille pas virer des actions qui effectivement n'ont pas, lors de l'audit, eu le résultat escompté. Et puis, comme le disait M. Mayol encore plus tard qu'hier, il y a des actions qui sont là et qui sont valides pour une année, et puis après qui n'ont pas à devenir pérennes parce qu'elles ont répondu à l'instant T. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention, et j'en ai fini. Merci pour cette intervention qui souligne encore une fois la nécessité de l'évaluation. Je crois vous avez dit audit, mais on tourne autour de cette idée. Alors, pour finir cette table ronde, des parties prenantes que sont les parents d'élèves, encore une fois avec Jean-Jacques Azan, qui représente la FCPE. Vous êtes déjà intervenu tout à l'heure, donc là encore, je vais être très vilaine et vous demander de faire court. Voilà, je vous écoute. Oui, je voudrais d'abord, je vais parler du quoi et du comment, puis je voudrais parler du pourquoi en fait au départ. Le pourquoi, c'est pour faire réussir les élèves, qu'on doit considérer aujourd'hui que notre fonctionnement éducatif n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas suffisant, parce que les 85% d'une classe d'âge au bac, 50% à bac plus 3 et pas de sortie sans qualification est très loin d'être atteint. Et si on se refixe ça comme objectif, on doit essayer d'organiser les convergences qui existent entre différents acteurs publics pour arriver à ce type de résultat, pour arriver à ce résultat. Comment ? Il y a des expérimentations, et puis il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent nous faire réfléchir. Sur quoi, par exemple ? D'abord, par exemple, on va à partir du début. Petite enfance et maternelle.
Un rapport de l'OCDE tout à fait récemment sorti montre que plus les collectivités interviennent dans la petite enfance, plus on génère d'égalité au travail entre hommes et femmes, plus cela permet une scolarisation précoce, bien évidemment, et du résultat. Peut-être que si nous avons affirmé ces objectifs, nous devrions investir plus dans la petite enfance. Et quand je dis petite enfance, je veux bien parler toute catégorie. Accueil dans des centres de petite enfance, mais aussi école maternelle. Or, depuis de nombreuses années, les dépenses publiques ont largement augmenté en termes de petite enfance, et pourtant, le service rendu est plus réduit. J'en veux pour simplement illustration le rapport de la Cour des comptes assez récent sur le fait que bien que toutes les collectivités municipales, les municipalités ont créé un nombre incalculable de places en crèche, et le nombre de places en école maternelle a tellement diminué que finalement on a dépensé beaucoup plus mais on accueille beaucoup moins. Deuxième élément, c'est sur la sectorisation. Alors là pour le coup on a de l'expérimentation, on en avait avant surtout, et puis on a joué un peu à l'apprenti sorcier. On savait, puisqu'on savait déjà qu'à Paris, il n'y avait pas de sectorisation dans les lycées, on savait exactement ce que ça avait donné, une hiérarchisation des établissements, et puis on a dit, on va quand même essayer, c'est sûrement très très bien, bien évidemment sans réflexion avec les collectivités territoriales, et puis finalement on se retourne vers eux en leur disant, maintenant comment est-ce que vous allez mailler le territoire, fermer un certain nombre d'établissements, regrouper, revoir les choses, dans une perspective où par ailleurs sont attendus quand même au collège dans les 4 ans qui viennent 200 000 élèves supplémentaires. Ça, c'est que de la démographie. Comme l'a dit un précédent intervenant, ça fait un petit moment qu'on le sait, ça fait même 11 ans, puisqu'ils arrivent à 11 ans, et c'est en 2000 qu'ils sont nés les premiers. Et ça n'a pas bougé. D'ailleurs, on se félicite que ça augmente toujours, que le nombre de naissances augmente. Troisième chose, c'est dans la gestion des moyens dévolus aux établissements, heures, postes, etc. etc. Je pense qu'il est nécessaire, si on veut réfléchir à un partenariat bien compris, que les projets et les moyens qui sont afférents puissent être plus stabilisés, ne pas être mis en cause pour une raison ou une autre à chaque fois, et que quand on incite à des regroupements d'établissements, que ça soit de passer d'un RPI à un regroupement physique, ou que ça soit des fusions d'établissements genre collège, cette réflexion, elle ait lieu d'abord, qu'elle ait lieu d'abord au niveau du territoire, qu'elle ait lieu aussi en impliquant les familles, les gens, les habitants, parce que bien évidemment, on va atteindre au territoire et non pas simplement à l'éducation nationale. Et pourtant, aujourd'hui, c'est les postes de l'éducation nationale qui prédéterminent tout ça. Pas la discussion préalable, mais le résultat. Les collectivités territoriales ont depuis un certain nombre d'années énormément investi dans l'école et sont allées bien au-delà de leurs prérogatives. En 90, la dépense intérieure d'éducation qui était entre 6,5 et qui allait vers 7,5%, plutôt à 7% de PIB. Aujourd'hui, elle n'est qu'à 6,5%, comme en 1980, je le rappelle juste. Les collectivités territoriales dépensaient à peu près 15%, un petit peu moins de 15% de la dépense intérieure, apportaient un peu moins de 15% de la dépense d'éducation. Aujourd'hui, c'est plus de 25%. L'État s'étant largement désengagé, puisqu'il est passé d'un peu plus de 60% à un petit peu plus de 50%. Les collectivités territoriales ne peuvent pas être considérées que comme des payeurs ou comme des applicants de règles ou de textes de loi qui sortent, mais peut-être pas directement sur la réussite scolaire. Par exemple, service minimum d'accueil, c'est pas très engageant. Ou encore des questions sur l'absentéisme, mais je ne vais pas aller là-dessus. Les collectivités territoriales seraient censées être responsables de ça. Il y a un autre moyen d'aborder les choses, et par exemple sur les questions de bien-être à l'école, on voit bien aussi qu'il doit y avoir de la coopération, par exemple sur le mal de dos. Le mal de dos, c'est une dépense énorme en termes de santé publique. Pour autant, les cartables des enfants sont toujours très lourds. Il y a pourtant des départements qui ont déjà investi, qui ont mis en place des... Oui, aux Pays-Bas, on ne porte pas les cartables de 20% du poids du corps, mais nous, chez nous, oui. On vous fera peur plus sûrement d'autres fois, il n'y a pas que moi. Et pourtant, bien évidemment, une collaboration bien comprise entre des collectivités territoriales qui pourraient abonder... et réfléchir à un travail, à faire venir des intervenants extérieurs, exemple des kinés, sur des postures, des positions, des choses comme ça. L'État qui pourrait lui-même abonder les manuels réglerait quand même en partie ce problème. Il y a bien évidemment une question de mobilier qui se pose aussi. Sur le dernier objet, c'est les rythmes scolaires.
Je ne vais pas redévelopper, vous m'avez déjà largement entendu sur le sujet, vous me retrouvez sur Internet quand vous voulez, sur le sujet, mais c'est évident. Si la seule chose qu'on demande aux collectivités territoriales, c'est nous on a décidé, vous vous appliquez, vous vous débrouillez avec vos RTT que vous avez négociés pendant 6 mois et vous rechangez tout comme ça du jour au lendemain, au 1er septembre, ça marche très très mal, c'est très mal pris et surtout quand on s'aperçoit que c'est très mauvais pour les élèves, il serait temps que l'éducation nationale fasse ce que les parlementaires ont suggéré. Alors comment décloisonner 3-4 points. La première chose, c'est les parents. Les parents, ce n'est pas des partenaires. Les parents, je vous rappelle, qu'ils sont partie prenante et membres à part entière de la communauté éducative. Ça veut dire qu'ils sont coéducateurs, que la question n'est pas de leur faire la même chose que les enseignants, parce que les devoirs, c'est très gentil, mais cette sous-traitance pédagogique aux familles s'adresse à des gens qui sont des très très mauvais sous-traitants, et donc il ne faut surtout pas faire ça, il faut réfléchir et travailler avec eux pour la réussite de leur enfant, leur donner les moyens de faire le travail qu'ils font chez eux, et par exemple, pour apprendre à lire, chez moi, il y a des bouteilles d'eau avec des trucs marqués, même si c'est des marques, c'est pas très grave, et plein d'autres choses où il y a des éléments à faire lire, des panneaux dans les rues, et là, effectivement, ce qui est fait en classe, en termes pédagogique et avec autre chose peut être fait de manière très complémentaire à la maison. Il y a d'autres complémentarités sur les collectivités territoriales, je l'ai dit, mais il y a une complémentarité un peu spéciale que je veux le soulever aujourd'hui en vous remerciant de ce colloque. C'est le partenariat entre la réflexion de l'éducation nationale à l'éducation nationale et celle des politiques qui le font aujourd'hui. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même très très vrai. Dans le partenariat avec les parents, mais aussi avec une communauté de vie, il y a les partenariats avec le quartier. Dans un récent rapport sur les collèges, oui, c'est évident. Il y a des difficultés dans les collèges, il y a des difficultés de passerelle entre la vie dans le collège et la vie en dehors du collège. Ça génère beaucoup de difficultés, beaucoup de peur, et ce rapport entre le collège de son quartier, car nous sommes attachés à cette sectorisation qui existe quand même toujours un peu, le rapport de la population avec le collège de son quartier, c'est son rapport avec l'école, et il faut qu'il y ait beaucoup plus de partenariat et beaucoup plus de porosité, et que la porte puisse être franchie. Dernière chose... Pour arriver à ça, alors il y a un petit décloisonnement interne, c'est que si on arrivait un peu à mieux organiser entre heures postes et heures supplémentaires pour améliorer le fonctionnement du remplacement, on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir un partenariat avec Pôle emploi. Dernière chose, c'est il est nécessaire pour obtenir ça, à notre sens, 2 choses. La première, c'est que tous ces partenariats, ils se gèrent avec des humains, et ces humains sont des enseignants et des chefs d'établissement, et pour ça, il faut redévelopper une vraie formation des enseignants. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des acteurs dont on ne parle que très rarement, et dont j'ai déjà parlé la dernière fois, c'est les inspecteurs de circonscription. Il me semble qu'il y a une colonne vertébrale nécessaire pour la mise en place de projets, de mise en cohérence entre des projets d'école, des projets de collège, axés sur la réussite de tous les élèves et l'acquisition du socle commun. Et ceux qui peuvent faire ça, ce sont des inspecteurs de circonscription, qui sont d'ailleurs déjà chefs d'établissement, qui donnent l'unité à chacun et puis une cohérence d'ensemble. Merci. Merci. Jean-Yves Rocca, vous êtes secrétaire général d'AI, qui est le syndicat des personnels administratifs. Alors vous êtes pris entre la collectivité et l'État. Entre le marteau et l'enclume. Voilà, pour les raisons qu'on connaît. Il nous reste très peu de temps, donc plutôt que de dérouler l'intervention, peut-être vous pourriez nous répondre sur la question suivante, sur l'acte 3 de la décentralisation, parce que pour vous, ça se pose en ces termes, et je pense que ça intéressera l'Assemblée, en termes de partenariat, de décloisonnement. Comment vous vivez les choses, vous, personnel, qui êtes entre ces deux entités que sont l'État et les collectivités? J'aurais du mal à répondre sur l'acte 3, parce qu'a priori, il n'est pas encore finalisé, il est en cours. Bien, il y a un certain nombre de réflexions. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il faut quand même qu'on parte d'un minimum de définition. Service public d'éducation, du partenariat, enfin du cloisonnement au partenariat. Moi, je suis parti simplement de la loi quand même du 13 août 2004.
Alors, je vais quand même la lire, c'est court. L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assumés par l'État sous réserve des compétences attribuées par le présent code de l'éducation aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. Cette définition d'ailleurs rejoint peut-être, j'allais pas dire les états d'âme, mais les quelques interrogations développées par le recteur de Grenoble ce matin. On voit bien la dissymétrie. Alors au-delà, il y a quand même quelque chose qui est oublié et qui est dit depuis ce matin, c'est qu'il y a quand même un établissement scolaire où se rencontrent les deux. Et qu'à un moment donné, passer au partenariat, c'est aussi quelque part sortir du discours et contractualiser sur 3 niveaux, État, collectivité, État, établissement et collectivité, établissement. Bref, l'établissement est quand même au centre. Et cette organisation n'a de sens que si c'est pour arriver aux objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Alors, dans ce cadre-là, il y a eu d'ailleurs une étude intéressante du Conseil d'État, je ne vais pas être très long, qui a été publiée au mois d'août 2010 sur les établissements publics et qui indique aussi que l'établissement public dispose d'une plasticité certaine pour répondre à des objectifs différents, venant d'horizons différents. Alors, à partir de là, je crois que si l'établissement est effectivement l'unité de base de notre service public, pour répondre aux différents objectifs fixés par la nation, il faut déjà, peut-être, au-delà de la contractualisation, construire aussi son autonomie. On le voit à travers les universités, par exemple. Il ne peut pas y avoir d'autonomie d'établissement si on ne construit pas une vraie gouvernance, une équipe de direction. Alors moi je suis frappé quand même de voir, nous avons organisé avec nos amis du SNP2N un colloque fin 2010 sur les 25 ans de l'EPLE. Il a fallu attendre quand même le 25e anniversaire de l'EPLE pour que nos 2 organisations syndicales qui ont poussé, on débouche sur un concept que tout le monde trouvait normal mais qui n'existait pas dans le code de l'éducation, une équipe de direction avec un chef d'établissement entouré de cadres, dont un cadre administratif, et qui est l'interlocuteur, je dis bien, des collectivités de rattachement. Alors je sais que pour répondre à votre question, qu'il y a des interrogations sur faut-il ou non décentraliser l'intendant ou pas. Pour aller vite, puisque j'ai pas le temps, je dirais que l'intendant n'a pas seulement une fonction d'agent-chef. Il est bien le cadre administratif qui, aux côtés du chef d'établissement, le seconde dans toutes les tâches administratives, matérielles et financières qui englobent aussi bien ce qui vient de l'État que ce qui vient des collectivités. Et je crois que le démembrement de l'EPLE n'est pas forcément la solution pour mieux construire le service public. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci. Parfait. Pour conclure, donc je laisse la parole à la directrice de l'IFRAP, qui va nous donner son regard sur les débats que nous venons d'avoir sur la contractualisation et la place des collectivités dans le système éducatif. Donc, moi, je vais apporter quelques chiffres. D'abord, je voulais remercier la mission pour son invitation à intervenir. Rappeler que la Fondation IFRAP est une fondation d'utilité publique qui évalue les politiques publiques comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un think tank avec une vision très, très extérieure, puisque nous n'avons que des financements privés. Donc voilà, donc on essaie d'apporter un peu plus au débat en essayant d'utiliser tous les chiffres disponibles. Et là, je vais vous faire part d'une recherche qu'on est en train de réaliser, donc qui n'est pas complètement encore aboutie, mais dont je pense que les chiffres pourront peut-être ouvrir quelques perspectives dans ce débat. D'abord, on est parti en fait de l'idée à savoir est-ce qu'il y a une comparaison des coûts par élève et par an entre le public et le privé en France. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait et que finalement même la Cour des comptes ou le ministère n'avait jamais publié vraiment en agrégeant toutes les dépenses de l'État, des collectivités, des parents et des entreprises par élève et par an ce qu'on dépense. Et donc on a essayé de faire ce travail en partant des chiffres du ministère et en les agrégeant. Donc ces chiffres, c'est des chiffres repères et références statistiques qu'on appelle RERT. Et donc toutes les sources sont des sources de chiffres officiels, mais qui n'ont jamais été mis en perspective de la façon dont je vais vous les présenter. Donc je crois qu'il y a un postulat de départ qu'on peut poser, c'est que
on ne peut pas dire que le privé ou le public ont des vraiment meilleurs résultats l'un ou l'autre en termes de, par exemple, de réussite au bac ou quoi que ce soit. En tout cas, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire le privé est meilleur ou le public est meilleur. Donc on peut dire, bon, ils sont semblables, ils sont comparables. Enfin, je ne sais pas, si je pose ce postulat, peut-être certains ne seront pas d'accord. Mais en tout cas, ce qui apparaît dans les chiffres que je vous présente dans ce premier slide, c'est que pour l'enseignement du premier degré, donc que ce soit collectivité ou État, ou en intégrant les dépenses des ménages, en intégrant les dépenses des entreprises, dans le public, pour un élève du premier degré par an, on dépense 5 469 € par an. Quand on regarde la dépense comparable pour le privé, on est à 3 443 €. Donc on a une différence de 2026 €. Je pose ces chiffres sur la table, hein, j'ai bien conscience que après découvrir un écart pareil, ensuite on peut se poser des questions de où ça vient, et j'ai pas encore toutes les explications possibles. Mais en tout cas, pour un élève du premier degré, on a cet écart de 2 000 € par élève et par an globalement en France. On a fait le même calcul, donc, qui est dans ce slide présenté ici. Pour le second degré, on a pour le public une dépense globale collective de 9 989 € et pour le privé de 7 201 €. Donc là encore, on trouve plus de 2 500 € d'écart, 2 788 € exactement d'écart entre public et privé pour le second degré. Donc, ça nous semble énorme. Alors, il faut bien souligner qu'on a déduit de tout ça, enfin, les dépenses d'administration ne sont pas calculées dedans, hein, on est d'accord. Il y a à peu près 4 milliards et quelques de dépenses d'administration qui ne sont pas intégrées dans ces chiffres. Mais on pourra avoir un débat, hein, sur ces chiffres. Mais donc, vraiment, on découvre là un écart important. Il faut souligner quand même que dans ces chiffres que je vous présente au global par élève et par an, on a bien les dépenses d'investissement qui sont comprises dedans, hein. Donc ça c'est important. Je le souligne parce qu'on n'a pas forcément, on aurait aimé faire la comparaison globale hors investissement, et je vais vous montrer qu'on peut le faire pour les départements, mais on n'a pas pu le faire au global par élève et par an. Donc là, les investissements sont intégrés dans ce coût. Mais il n'empêche que trouver un écart de 2 000 à 2 500 € par élève et par an nous semble énorme, et on ne comprend pas. Tout à l'heure, je crois que Claude Tello disait qu'on ne faisait pas assez de comparaison public-privé. Je crois qu'il faudrait qu'on mette en place des indicateurs beaucoup plus fins. Et en tout cas, je ne comprends pas que dans le cadre, par exemple, de la LOLF, de la loi organique des lois de finances, on n'ait pas mis en place ces indicateurs de combien coûte un élève dans le public ou dans le privé, de façon globale et de façon comparable. Ça, je me tourne un peu vers les instances responsables de cela, mais je ne vois pas pourquoi on n'a pas ces indicateurs. Ensuite, bien sûr, nous, on se fonde pas sur une comparaison de la pédagogie ou quoi que ce soit. On est uniquement sur des chiffres et sur le coût. Donc, pour passer au second slide, voilà. Là, on a une comparaison par région public-privé. Donc, vous avez à gauche la dépense moyenne par lycéen de l'enseignement public par région. Et là encore, malheureusement, pour les régions, on n'a pas pu distinguer les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Donc on est à la fois sur le fonctionnement et sur l'investissement. Et vous voyez que là aussi, il y a quelque chose d'assez étonnant. Donc à gauche, bien sûr, le public, et à droite, le privé. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on a du mal à comprendre comment se décide finalement le niveau de dépenses. Parce que vous voyez qu'il y a des régions qui dépensent plus de 4 000 € par élève et par an, notamment le Limousin, l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, la Haute-Normandie. Et en parallèle, parfois, ces mêmes départements, et je vais prendre l'exemple du Limousin, le Limousin a plus de 4 000 € par élève et par an du public. Et vous voyez dans la carte de droite que pour l'enseignement privé, il est au contraire à moins de 700 € par élève et par an. Voilà. Donc ensuite, on a du mal à expliquer comment se font les choix politiques pour arriver à de telles disparités par région, par élève et par an, et entre public et privé.
Ensuite, comme je vous dis, on est en train de réfléchir sur quelles peuvent être les origines de ces disparités, et toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour trouver des explications. Mais il nous semble que, on parlait tout à l'heure d'une éducation très centralisée, il nous semble qu'il y a des choses qui sont très centralisées, et puis aussi des normes de dépenses qui sont totalement laxistes et laissées un peu à la discrétion des décideurs, soit locaux, mais aussi il y a aussi des écarts nationaux. Hein, mais voilà, donc on se pose des questions là-dessus. Et tout à l'heure, monsieur des Pays-Bas, vous expliquiez que vous avez un tarif par élève. Et j'aurais aimé savoir si ce tarif par élève, il était normalisé. Parce que, non, bon, vous dites que c'est par type d'enseignement ensuite qu'il y a une différence. Enfin, peut-être on pourrait avoir cette discussion ensuite, après mon intervention, parce que je trouve qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment on en arrive à des écarts pareils. Je vais en venir au dernier slide de comparaison des dépenses de fonctionnement. Alors là, on n'est que sur le fonctionnement. Pour les départements, on a réussi à isoler ce qui est de l'investissement, mais malheureusement, là, on ne peut pas faire la comparaison public-privé. Donc là, je vous livre la carte de France avec qui montre que d'un département à l'autre, le fonctionnement peut être très 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 hétérogène, et notamment on peut souligner par exemple que le Cher dépense en 2008 1 478 € par élève et par an, et le département voisin est à 375 €. Hein. Donc ça, on est d'accord que c'est le Loir-et-Cher à 375 € par élève et par an, par rapport au Cher qui est à 1 478 € par élève et par an. Donc là, on parle des collèges. Voilà. Donc il faut peut-être se poser des questions sur peut-être la décentralisation. On a évoqué tout à l'heure la question, effectivement, dans certains pays, et la France est vraisemblablement le pays le plus centralisé dans sa gestion de l'éducation, peut-être pas le plus, mais bon, voilà, la question de est-ce que la décentralisation se fait sur des critères qui sont cohérents. Je rappellerai que dans le dernier rapport de l'OCDE sur son étude économique de la France 2011, l'OCDE rappelle que la décentralisation a sans doute conduit à des pertes d'économie d'échelle. Par exemple, le fait d'avoir donné aux régions la responsabilité des lycées, aux départements celle des collèges, a sans doute augmenté les dépenses publiques, là où les deux établissements sont situés sur le même site géographique, en raison de problèmes de coordination entre la région et le département. La clause générale de compétence aussi, qui avait parfois été évoquée comme étant une potentielle réforme de la réforme des collectivités, qui fait que l'éducation n'est pas traitée par un seul échelon, mais qu'on retrouve les régions, les départements et les communes, et peut-être quelque chose qu'il faut questionner. En tout cas, l'OCDE, visiblement, se pose aussi la question, parce que ces économies d'échelle, elles peuvent se faire aussi dans une gestion qui à la fois est plus efficiente. Et là, on se place quand même dans un contexte de dépenses publiques et de déficit qui est quand même assez difficile pour la France en ce moment. La situation des finances publiques n'est pas aisée, et il me semble que les chiffres que nous découvrons à la Fondation IFRAP de cet écart entre public et privé peuvent permettre de réfléchir à comment ça se fait qu'on arrive à éduquer un élève, à l'emmener jusqu'au bac dans le privé pour autant d'argent en moins. J'ai pas fait le calcul d'ailleurs, si on compte un élève qui a passé de 3 ans à 18 ans dans le système privé par rapport au système public, quel est le surcoût public. Mais je poserai juste 2 ou 3 questions en conclusion. Est-ce qu'il n'y aurait pas des bonnes pratiques du privé dont on pourrait s'inspirer? Est-ce que la règle du 80-20, qui dit qu'on a 80% pour le public et 20% pour le privé, est-ce qu'il ne faut pas la redéfinir? La question aussi d'expérimentation, on a parlé beaucoup d'expérimentation. Est-ce qu'on ne peut pas envisager la gestion de collèges ou de lycées aussi en délégation de services publics? Donc ça, ce sont des questions peut-être que d'autres pays se sont déjà posées.
Et donc, je repose la question de la clause générale de compétences des collectivités, mais aussi celle de la transparence. Parce que la question de ces indicateurs de coûts publics-privés mériterait peut-être que, par exemple, la Cour des comptes se penche dessus, peut-être en partenariat avec le ministère de l'Éducation, et réfléchisse aussi à d'où viennent ces écarts, parce que nous n'avons pas les réponses là-dessus, sachant qu'il faut bien souligner que dans les chiffres que je vous ai soumis, notamment le premier tableau avec le premier slide, il y a bien sûr les dépenses des parents qui sont comprises dedans. Je tiens à le souligner. Hein, donc, c'est dépenses des parents comprises. Hein, donc, voilà, parce que parfois on peut dire, mais si le privé, finalement, ce sont les parents qui paient, etc. Non, non, on essaie de comparer vraiment ce qui est comparable. Quel est le devenir de cette étude et est-ce que vous l'avez présentée au ministère de l'Éducation nationale? Comment vous voyez la suite? Alors, on échange un peu là-dessus, mais plutôt de façon officieuse. Avec le ministère. Avec le ministère, mais voilà. Ensuite, on prévoit potentiellement une publication, mais il faut d'abord que, je vous dis encore, je vous livre cette étude qui n'est pas encore totalement terminée. On est sur une réflexion. Bien sûr, on n'est pas accroché, par exemple. Pourquoi ça? Pourquoi arrêter tout de suite? On n'est pas accroché à l'idée que, par exemple, ce soit 2000 € ou 1500 €. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de dire, il y a un écart, il existe un écart, de combien il est exactement, et d'où il vient cet écart, et comment est-ce qu'on peut se poser la question de finalement, quelle est l'efficacité de nos dépenses, quelle efficience. Ce ne sont pas des gros mots, ce sont des questions que tous les pays se posent sur la performance de leurs dépenses publiques, et dans le système d'éducation, je crois que c'est particulièrement pertinent, parce que c'est un service public auquel sont très attachés, bien sûr, l'ensemble des Français. Je crois que votre intervention, pour la réarticuler avec le thème de la table ronde et de la journée, montre bien qu'en termes de contractualisation, de plus de décentralisation, d'intervention des collectivités, la question finale, c'est est-ce que l'éducation restera nationale, ce qu'elle l'est déjà, dans l'équité des dépenses, dans le budget par élève. Enfin, vous pointez, je pense, des questions essentielles qui ont été posées par les uns et les autres, mais bon, en tout cas, on est très intéressé par le devenir de cette étude. Bon, mais je le retiens. Et je passe la parole pour conclure cette matinée. Une ou deux questions, on a 5 minutes. Alors, sauf si vous me laissez un peu de temps supplémentaire, mais... S'il y a une ou deux questions, je ne voudrais pas que les gens repartent. Je pense que sur l'étude, il doit y avoir des questions. Vous disiez, monsieur, il faut arrêter tout de suite. Qu'est-ce que vous vouliez... Non, mais moi, je crois que... Pardon. On peut? Alors, je laisse la priorité à la salle. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Et combien, à peu près, pour qu'on puisse calibrer? Et on finira sur les interventions de la table ronde. Alors, je vois 2 interventions. Une devant. 3 interventions. Madame, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Madame Chenel, présidente de l'association de l'Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves. Donc je voulais réagir en tant que parent d'élèves sur le partenariat dont on a parlé tout au long de cette matinée. J'ai souvent entendu parler de partenariat entre rectorat, collectivités et ministères, un petit peu de temps en temps de partenariat avec les parents. Heureusement, Monsieur Dubois, vous avez souligné un bon partenariat sur votre projet dans le Nord, où les parents ont été intégrés, dans la Somme, pardon, intégrés au projet, semble-t-il, depuis la base du projet, ce qui est une excellente façon d'amener les parents à accepter une nouveauté qui, au départ, sûrement leur faisait peur. Et je pense que dans beaucoup de projets, si les parents étaient associés vraiment à la base du projet, on aurait beaucoup plus de choses positives qui se passeraient un peu partout dans le territoire. Ça, c'est une première chose, et donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que le partenariat parent, vous l'avez tous compris, nous le réclamons encore plus qu'il n'existe à l'heure actuelle. Et puis, je veux juste dire un mot sur la question des coûts que je viens d'entendre, et qui, en tant que parent d'élève, me choque profondément. Que ce soit un enseignement privé ou public, je défends les élèves de l'enseignement public, mais je ne vois pas pour moi, le coût d'un enfant dans l'enseignement ne doit pas être déterminé selon le public ou le privé, mais selon l'investissement à long terme de l'éducation de nos enfants. Et c'est un investissement national qu'il passe par différents biais, à la limite peu importe, mais c'est vraiment l'investissement national que l'on veut consacrer à l'éducation de nos enfants
qui deviendront les partenaires plus tard de tout notre pays, qui doit être le plus important. Donc le coût, à mon avis, en tant que parent d'élève, doit passer en second plan. Je sais qu'évidemment pour les politiques, ça ne peut pas être la même chose, mais en tant que parent, c'est un petit peu choquant d'entendre parler de coûts par enfant. On en parle souvent, mais à chaque fois j'ai cette réaction d'être assez blessée dans le sens où on considère nos enfants comme un peu une marchandise et quand même ça n'est pas la même chose. Voilà, je m'arrête, merci. Attention, monsieur au fond. Et puis on terminera avec monsieur au premier. Oui, bonjour, Laurent Escure, secrétaire national du syndicat des enseignants de l'UNSA. Je voulais juste réagir brièvement par rapport à l'étude qui vient d'être présentée, parce que vous posiez la question du devenir de l'étude. Je pense qu'elle mériterait d'être plus complète et plus sérieuse. Voilà. Vous nous annoncez des chiffres qui ne sont pas étonnants, parce que quand on compare deux régions sur le public et le privé, et qu'on y prend l'investissement, alors que l'investissement pour le second degré est soit interdit, soit au mieux plafonné à 10% pour ce qui est du privé, que les collectivités territoriales respectent cet interdit, me paraît complètement normal. Bon. Le public et le privé, ce n'est pas la même chose. Bon. Les performances, si on doit les mesurer par rapport au bac, il faudrait prendre en compte le zapping du parcours de chaque élève, qui fait que souvent il va dans le public en primaire, puis en collège dans le privé, pour ceux qui fréquentent le privé, puis terminent leur scolarité au lycée dans le public. Mais on arrive à avoir des comparaisons, il faudra intégrer toutes ces données-là, et surtout reconnaître que le public ne choisit pas ses élèves, que les 20% d'élèves en très grande difficulté, notamment ceux qui sont dans l'éducation prioritaire, sont dans le public. Que 97% des élèves qui sont en situation de handicap sont scolarisés dans le public, que 97% des élèves qui sont considérés comme primo-arrivants et donc ne maîtrisant pas bien le français sont scolarisés dans le public. Et là, on pourrait voir que la plus-value va au public. Et je termine sur ces comparaisons, parce qu'il y a des comparaisons qui sont autrement plus intéressantes. C'est celle qui consiste à penser que la nation investisse plus pour la formation de ses élites déjà triées que par rapport aux élèves qui doivent bénéficier d'un parcours commun. Et donc quand on voit qu'on dépense de 2 à 3 fois plus pour les élèves qui sont en classe prépa que pour ceux qui sont en collège ou en école primaire, là aussi on a des interrogations à se poser. J'ai pas dit le contraire hein, sur les questions des lycées publics qui sont surdotés par rapport à d'autres. Hein. Simplement là je compare par élève et par an le coût entre public et privé. Et il ne faut pas avoir de tabou. Dernière question. Oui, bonjour à tous. C'est moins d'ailleurs une question qu'une note d'information. Je suis Yves Ouinquin, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Peut-être debout, qu'est-ce que vous allez me dire? Et je suis par ailleurs, depuis peu, directeur, Bénédicte Robert y faisait allusion tout à l'heure, directeur de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, qui a pris la succession de l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique, fin de l'année dernière. Donc l'INRP a été intégré dans l'école normale supérieure, c'est une manière de répondre à la question de Madame sur l'apport de la recherche. En étant dans un établissement d'enseignement supérieur de recherche, on peut espérer effectivement que la recherche injectera toutes ses ressources dans le nouvel IFE. Mais en même temps, ceci en réponse à votre remarque sur le côté théologique des sciences de l'éducation, nous avons gardé à l'IFE cette insertion et ce rapport très proche, ce partenariat avec le terrain, en ce sens que nous avons une quarantaine d'enseignants détachés, une douzaine d'enseignants détachés à mi-temps, et nous avons gardé un certain nombre d'heures qui permettent de financer des travaux sur le terrain même avec des enseignants qui sont dans leur classe. Donc cette articulation entre le terrain et la réflexion universitaire peut se conduire au sein de l'IFE et peut donc, M. Dubois, répondre à des demandes d'évaluation. Nous travaillons à un nombre d'évaluations d'expérimentation avec le service de Mme Robert, mais nous pouvons tout aussi bien répondre à une demande comme la vôtre. Voilà. Je suis à votre disposition donc. Merci de m'avoir donné la parole. La mission souhaite encore s'exprimer. Donc je vais donc passer la parole au sénateur Carle,
Pour conclure cette matinée qui a été très riche, et je vous engage à poursuivre la discussion par la suite dans le déjeuner, mais aussi dans les mois qui viennent. Merci. Merci, madame. Écoutez, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je ne voudrais pas que vous sombriez dans l'hypoglycémie, sauf si on réouvre le débat sur public-privé, sur la règle des 20-80, car là, je pense que personne ne sombrerait dans l'hypoglycémie. Donc, je voudrais tout simplement d'abord remercier nos intervenants de leur exposé et surtout de la concision et du temps limité qu'on leur a laissé. Ils doivent se sentir un peu frustrés, mais ils pourront, ça a été dit, compléter par écrit ou nous recontacter s'ils souhaitent préciser ce point de vue. Et puis, mesdames et messieurs, vous remercier toutes et tous, et à travers vous, toutes les personnes que nous avons rencontrées tout au long de nos auditions ou tout au long de nos rencontres sur le terrain, ces rencontres ou ces auditions qui ont été particulièrement enrichissantes et qui nous permettent aujourd'hui de mieux connaître l'organisation du système éducatif, puisque c'est l'un des objectifs de cette mission, de mieux appréhender les problèmes et les difficultés devant lesquels chacun des acteurs sont confrontés, et puis aussi les attentes et les espérances. Alors, madame, je ne veux pas tirer aujourd'hui les conclusions de notre rapport, ça sera fait le moment venu. Tout du moins de la matinée, oui. Ça sera fait le moment venu, donc au mois de juin, et vous serez bien sûr toutes et tous invités à la présentation de ce rapport et des auditions que nous avons faites et des visites sur le terrain, tant en France, ça a été dit, nous sommes allés dans un certain nombre de pays, nous irons demain à Marseille, nous irons en Bretagne, et puis nous irons aussi, ça a été dit, en Pologne, qui a des résultats assez intéressants au niveau des enquêtes. Puis avec toutes ces auditions, toutes ces rencontres, nous avons pu constater que tous les acteurs que nous avons rencontrés reconnaissent que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre et que le défi que nous devons relever est à la fois celui d'une meilleure efficacité et d'une plus grande équité afin de sortir de la situation que le Président vous a présentée en introduisant cette journée, celle que vous connaissez, 160 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme et sans qualification, et puis aussi, moi, ce chiffre qui m'obsède, qui est qu'aujourd'hui, un fils d'ouvrier a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant ou qu'un fils de cadre supérieur, et que c'est donc ce défi que nous devons relever, défi qui n'est pas propre à notre pays, nous l'avons vu dans nos visites à l'étranger, nous l'avons vu en Hollande, nous l'avons vu en Suisse ou au Portugal, défi que rencontrent plusieurs pays voisins. Et que tout ça, ça passe, j'allais dire, par répondre, à mon avis, à deux questions majeures. La première, c'est celle de l'articulation entre les ministères, qui, à mon sens, doit être le garant de la cohésion, le garant de l'équité sur l'ensemble du territoire. Les rectorats qui doivent être, à mon sens, le lieu de cohérence et de mise en place des politiques, en essayant d'éviter un écueil qui est celui, ça nous a été dit, ça me revient lors d'une visite, que les rectorats ne doivent pas devenir autant de mini-rues de Grenelle, car on n'aurait pas avancé, on aurait peut-être descendu d'un échelon, et par effet Joule, on améliorerait peut-être les moyens investis, mais nous y perdrions, à mon avis, en cohérence nationale, en équité, sans bénéficier pour autant des dynamiques locales. Et puis, bien sûr, le troisième niveau, qui est celui des établissements ou des bassins d'établissements, les réseaux d'établissements, qui sont les lieux de l'action. Et pour ça, peut-être s'inspirer de ce que nous avons vu, je le répète, au Portugal, en Suisse ou en Hollande, avec des systèmes très différents et parfois opposés. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit bien l'autonomie dans laquelle le Portugal s'engage, l'autonomie réelle de la Hollande, l'atomisation du système suisse. C'est mes voisins, donc 26 cantons, 26 systèmes éducatifs différents. Alors à un moment où on parle d'autonomie, là aussi, il faut, rester extrêmement vigilant et que cette autonomie, ça a été dit là au cours de cette table ronde, ou des deux tables rondes, c'est peut-être aussi au niveau du réseau d'établissements à l'intérieur d'un bassin de formation
ou d'un Bassondé. Et puis la deuxième question, c'est sur la méthode. La méthode, je crois qu'aujourd'hui on le voit bien, la méthode, elle a atteint ses limites et qu'aujourd'hui, je crois que ça y est, là encore, ça a été dit par nombre d'intervenants, c'est celle du partenariat, mais d'un véritable partenariat entre tous les acteurs pour faire en sorte de véritablement rentrer dans des compétences. Monsieur Hazan, vous avez évoqué la loi de 2004, pour rentrer dans des compétences véritablement partagées, alors qu'aujourd'hui nous sommes encore trop dans des compétences séparées, dans des compétences cloisonnées, et d'agir simultanément, si on veut vraiment être efficace, bien sûr sur l'école, c'est le rôle de notre mission, mais aussi, on le voit bien, sur la famille, et en même temps sur la politique de la ville. Je crois que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et je terminerai en prenant une conclusion de la commission Tello, une phrase qui m'est restée présente à l'esprit, qui émanait d'ailleurs, je crois, d'un proviseur ou d'un principal de collège, qui disait « Notre école va bien pour les enfants qui vont bien ». Mais je crois que notre ambition à tous, c'est de faire en sorte que notre école aille bien pour l'ensemble de nos élèves. Et je terminerai sur la phrase que nous a dit en ouverture le président Larcher. Il fallait qu'on ait une école qui soit semblable pour tous et respectueuse de la diversité, qu'il s'agisse de la diversité des enfants, des besoins de l'économie locale et de la diversité des territoires. Voilà, on va peut-être donc, Monsieur le Président, conclure cette table ronde en vous remerciant encore très chaleureusement de votre présence et de votre participation. C'est la fin de cette table ronde consacrée au fonctionnement du service public de l'éducation. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Je vous retrouve cet après-midi à partir de 17h pour suivre en direct la séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à l'apprentissage. Très bonne journée à tous.